Bien, alors, la salle s'est encore un peu remplie. C'est pas vraiment un exposé, je voudrais simplement dire quelques idées à propos du formalisme de la mécanique quantique pour essayer de situer un petit peu les choses, de les placer. Et en fait, plutôt que le titre pompeux, comme on va parler de mécanique ondulatoire, j'ai pris un titre qui est un petit peu plus nouvelle vague. Et en fait, il n'y en a pas deux ou trois, il y en aura quatre, puisqu'il y a 4 axiomes. Et elle, c'est la mécanique quantique. Donc, juste quelques idées pour placer un petit peu le décor. Et surtout, pour être un petit peu transverse aux exposés, à la fois l'exposé de Claude et l'exposé de Jean-Michel qui va suivre, c'est-à-dire essayer de présenter le formalisme de la mécanique quantique en dehors de son référentiel physique, c'est-à-dire en dehors de ses connexions avec la microphysique, avec la physique atomique, et cela parce que, d'abord, il y a une structure mathématique qui est très riche, qui est simple, qui est fondamentale, et en même temps, je pense que pour nos amis philosophes, c'est peut-être intéressant d'avoir une vision comme ça, parce que, bon, on peut penser... on ne peut pas éteindre le vidéoprojecteur, non? Bon, attention, moi je me déplacerai, c'est pas grave. Les amis philosophes, parce que, bon, on peut penser que si les révolutions de Galilée et de Newton ont eu certainement une incidence drastique sur la philosophie moderne, c'était par leur contenu conceptuel même, pas parce qu'elles expliquaient le système solaire, au fond. De ce point de vue-là, je me souviens par exemple d'un cours que je suivais quand j'étais étudiant, un cours de Jean-Marc Lévy-Leblanc, dans lequel il nous faisait étudier une théorie alternative à la théorie de Newton, qui était issue d'un autre célèbre citoyen genevois, dont j'ai oublié le nom hélas, qui s'appelait la théorie des particules ultramondaines, qui consistait à dire que pour expliquer la loi de la gravitation universelle, eh bien, il suffit d'imaginer que nous sommes dans un bain permanent de particules qui se déplacent de façon isotrope de tous les côtés, et qui fait qu'en fait, l'attraction universelle vient du fait que si vous êtes devant moi, je vous fais ombre des particules qui arrivent derrière moi, et donc vous avez plus de particules qui arrivent derrière vous, et donc ça vous pousse vers moi. Et c'est une théorie qui tient tout à fait le coup. On peut absolument arriver jusqu'à la loi de la gravitation universelle, et pour vraiment détruire la théorie, eh bien, il faut attendre le programme Apollo, parce qu'avec toutes les contraintes que vous mettez dans la théorie, la seule façon de détruire la théorie, c'est de montrer qu'une capsule Apollo dans l'espace aura une taille et une densité qui feront qu'elle implosera immédiatement par ce flot de particules ultramondaines. Mais c'est une théorie qui tenait le coup. Mais évidemment, c'est une théorie qui a immédiatement été détruite parce que justement, elle offrait un cadre conceptuel qui n'avait finalement aucun avenir. Donc, c'est cet aspect-là de la mécanique quantique que je voudrais présenter. C'est un exercice difficile parce qu'il y a des mathématiques. Je vais me mouiller, je vais essayer d'expliquer ça avec des termes de tous les jours. C'est un risque, il y aura une partie provocation, je l'assume. Et je voudrais dire un avertissement, et c'est une toute petite discussion avec Claude que j'ai eue hier, parce que qui m'a fait penser à cet avertissement. Je ne pense pas que la mécanique quantique soit explicable par des mots de tous les jours et par une réalité de tous les jours. La mécanique quantique, c'est quelque chose qui nous choque, qui est troublant, qui est tout ce que vous voulez. Donc je ne suis pas, alors je précise parce que ça devient un point de vue qu'il faut défendre maintenant, parce que vous avez peut-être assisté à des conférences dans lesquelles, quelquefois au prix d'un jeu de mots un peu lacanien, on fait des identifications entre quantique et quantisme, et on fait se balader Erwin main dans la main avec Emmanuel. En tant que scientifique, je pense que la science doit tirer, et non pas se raccrocher à quelque chose. Et je pense que la mécanique quantique a été un bouleversement considérable, et que en soi, on ne peut pas l'expliquer, et c'est bien. C'est un point de vue tout à fait intéressant de ce point de vue-là. En revanche, je pense qu'il y a des situations de la vie de tous les jours, très simples, qui n'ont rien de quantique dans leur aspect physique, qui peuvent être, en tout cas, exprimées par le formalisme de la mécanique quantique, et peut-être dans des phénomènes de perception, avoir vraiment quelque chose à voir avec le formalisme quantique, quelque chose de profond. Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut exprimer des phénomènes. Et l'intérêt de ça, c'est de familiariser le formalisme de la mécanique quantique et de s'apercevoir que le formalisme lui-même n'est pas aussi étrange que ce qu'on pourrait penser. Et c'est le but de cet exposé. C'est pas du tout le but de vous montrer qu'il n'y a rien de nouveau avec la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, je vais présenter quelque chose qui s'appelle qui est un ensemble d'axiomes qu'on attribue à John von Neumann et qui
pour placer les choses en gros, pour des histoires de chapelle, est vraiment du Copenhague pur et dur. C'est du Copenhague de chez Copenhague. Je ne prétends rien sur le fait qu'il y ait une notion de vérité derrière. C'est en tout cas un système qui est merveilleusement combiné en lui-même. C'est très beau, ça marche très bien pour une certaine partie des choses. Et il me semble que c'est une structure très très riche. Alors, la mécanique quantique, donc il y a 4 axiomes. 2 premiers axiomes que je vais présenter au début, qui sont un petit peu l'équivalent de la notion d'espace, de point matériel pour la physique classique. Et puis 2 axiomes qui traitent de l'évolution et qui donc rajoutent la dimension temporelle et nous montrent comment évolue un système quantique. Alors la première chose qu'il faut remarquer, c'est que pour les 2 premiers axiomes, la mécanique quantique, c'est vraiment du neuf avec du vieux. Et je veux dire par là que ça va être 2 opérateurs, 2 signes que je vais immédiatement présenter, qui appartenaient déjà à la physique classique, mais dont la nouveauté d'utilisation de la mécanique quantique va consister en 2 choses. D'abord de les utiliser conjointement, ça va être onde corpuscule, mais en plus d'extrémiser au maximum les possibilités de leur combinaison. Alors, je m'explique tout de suite. Il y a un signe plus et un signe qu'on note avec une croix entourée d'un petit cercle qu'on appelle le produit tensoriel. Alors le signe plus, c'est le signe plus des ondes. On sait tous ce que sont les ondes, on a tous jeté des cailloux dans l'eau, on a fait des ronds dans l'eau, et on s'est tous aperçus que lorsqu'on jette plusieurs cailloux, vous avez ces ondes qui se propagent, et puis lorsqu'elles arrivent les unes sur les autres, elles se superposent en donnant des choses qui, simplement d'ailleurs avec des cailloux et de l'eau, sont parfois absolument magnifiques. Je précise que, de ce point de vue-là, l'optique physique, l'optique ondulatoire, est une discipline absolument magnifique. Dans un cursus de physique, c'est un cours qui est fantastique parce que ça procure une création d'imagination absolument extraordinaire. Je pense qu'il faudrait que tout le monde ait suivi un cours d'optique physique, toutes disciplines confondues. Donc le plus, c'est le plus de superposition, et c'est le plus de superposition des ondes. Ça n'a rien de quantique, ça existe depuis que les ondes existent. Le produit tensoriel, c'est un petit peu plus compliqué, ça va être la partie corpuscule, et ça va être la partie corpuscule, c'est-à-dire l'aspect géométrie, en quelque sorte. Alors géométrie vue d'une façon qui peut-être a des résonances d'un point de vue philosophique, et je m'explique tout de suite. On sait tous que pour décrire le mouvement d'une particule classique dans l'espace, on a besoin d'un espace à 3 dimensions, ce sont 3 dimensions, et que si on veut décrire 2 particules, on va avoir besoin de 2 espaces à 3 dimensions, c'est un espace à 6 dimensions, et c'est essentiellement, j'utilise un tout petit peu de mathématiques très simple, R3, produit cartésien avec R3. Ce produit cartésien est très différent de celui-là. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on utilise l'autre et qu'est-ce que l'autre a de classique? Eh bien, ça tient à un fait mathématique qui est très important et qui est d'ailleurs à la base d'une partie des mathématiques du XXe siècle, qui tient au fait, alors je vais juste le signaler comme ça de façon très imprécise, juste pour en donner l'idée, qui veut dire que pour décrire un objet mathématique, en général on parle d'une variété, alors une variété, pensez à un paysage, vous avez des paysages vallonnés, vous avez des points de courbure, vous avez des choses comme ça. Et pour décrire un objet, eh bien, ou bien vous pouvez être du côté du Sein, je prends l'objet, il est là, etc. Ou bien vous pouvez le décrire, et c'est strictement équivalent, par un ensemble suffisamment grand de fonctions définies sur cet objet. Une fonction, c'est quoi? Vous avez un objet géométrique, une variété, un matelas, n'importe quoi. Une fonction, c'est quelque chose qui associe à chaque point une valeur numérique. Et une fonction, c'est quelque chose qui associe comme ça tout l'objet à un ensemble de valeurs numériques. Et si vous avez l'algèbre, mais l'aspect algébrique n'a rien à voir ici, de fonctions suffisamment grandes, vous pouvez connaître absolument parfaitement l'objet ici. Donc au fond, si vous avez une possibilité de regard suffisamment développée de votre objet, vous le connaissez parfaitement. C'est vraiment des regards, des fonctions. D'ailleurs, ces fonctions-là, on les appelle des observables classiques. Il s'agit bien là de percevoir et d'observer. Eh bien, le produit tensoriel à ce moment-là intervient immédiatement parce qu'un ensemble de fonctions, par exemple, de R3 fois R3, eh bien, c'est un ensemble de fonctions de R3, produit tensoriel avec un ensemble de fonctions de R3.
C'est-à-dire que le produit tensoriel, c'est la chose qui vous permet de croiser les regards lorsque vous croisez l'objet géométrique. Et c'est quelque chose de très important, parce que là, on est immédiatement dans le débat objet-sujet. Et en plus, la chose qu'il faut retenir là-dessus, c'est que le produit tensoriel est quelque chose de très grand. Donc vous pouvez voir un produit d'objets géométriques uniquement par les regards, mais il faut beaucoup plus de regards qu'en faisant simplement le produit des regards. Ce n'est pas le produit habituel, c'est un produit tensoriel dont je parlerai tout à l'heure. Alors, la mécanique quantique, vous voyez, c'est simplement la conjonction de ces deux signes. Je suis volontairement très provocateur en disant ça. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est avant tout cela, je dirais. On a besoin des ondes, on a besoin des particules, et il n'y a plus d'ondes ni de particules. On doit absolument utiliser les deux. Et on a là les deux axiomes, les deux premiers axiomes. Le premier axiome 1, c'est pour décrire un système quantique, il faut un espace vectoriel. Et l'espace vectoriel, c'est essentiellement le signe plus. Il y a une autre structure d'un espace vectoriel, mais j'en parle pas. Et l'axiome 2, c'est si vous avez un système A auquel vous associez un espace vectoriel V de A, et si vous avez un système B auquel vous associez un système V de B, l'espace vectoriel V de B, eh bien, lorsque vous mélangez ces deux systèmes, que je note A fois B, vous les mettez ensemble, et supposez qu'ils agissent, eh bien l'espace vectoriel correspondant, ça sera V de A, produit tensoriel V de B. Bon. Je vous ai présenté ça comme une règle. Essentiellement, le produit tensoriel, c'est ce qui résulte du produit direct quand on mélange les regards. Je voudrais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point ce produit tensoriel est important et contient un des grands problèmes, ce qui a été considéré comme un des grands problèmes de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'intrication. Alors pour comprendre ça, sans tomber dans la microphysique, il faut trouver une situation dans laquelle on a à la fois des ondes et des corpuscules. Alors j'en ai trouvé une, qui est le système de la notation musicale. Alors, pourquoi la notation musicale? D'abord, la notation musicale, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. On a tous vu la notation musicale, on a tous vu des t-shirts trop de notes Monsieur Mozart, et on a tous vu des partitions de ce type-là. J'utilise un peu trop de principe de superposition, tout d'un coup. Voilà. Tous vu des partitions comme ça, et dans ces partitions, on a des portées qui correspondent à des instruments, et puis des points qui correspondent à des notes. Alors, il faut quand même juste se rappeler que la notation musicale, c'est une façon d'associer à deux quantités numériques, qui sont une hauteur de son, une seule portée. Vous avez une hauteur de son et une dimension temporelle. Ces deux quantités numériques, vous la représentez par un point de l'espace. Cette idée a 1000 ans. La notation musicale a commencé à 1000 ans. Il y a 1000 ans. C'est-à-dire bien avant que l'on imagine en mathématiques qu'on pouvait faire de la géométrie en associant à un point du plan deux nombres qu'on avait appelés les coordonnées. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment quelque chose qui d'abord a précédé tout ça, et deuxièmement, qui est d'une robustesse extraordinaire, puisqu'on écrit toujours de la musique avec la notation, avec cette forme d'écriture musicale. On rajoute, mais enfin en tout cas, c'est une notation qui est toujours utilisée. Alors loin de moi l'idée de la changer, surtout à quelques centaines de mètres d'un de nos penseurs célèbres qui s'y est brûlé les ailes, mais qui est au bout de la rue, mais je voudrais simplement montrer comment on peut effectivement écrire ça avec un produit tensoriel, et montrer justement le moment où la mécanique quantique va faire exploser le système. C'est un peu ça l'idée que j'ai. Alors, donc l'idée, ça sera, si vous voulez, un instrument peut jouer plusieurs notes. Les notes, ça s'additionne, puisqu'un violon qui joue deux notes fait vibrer deux cordes, et le résultat, c'est la superposition des vibrations des deux cordes. Et d'autre part, les instruments, eh bien, je vais les considérer, de façon un peu arbitraire, comme des corpuscules. Comme des corpuscules, parce que vous voyez bien que quand on a plusieurs portées, on les sépare. Alors évidemment, ça consiste à se placer en dehors du cadre strictement acoustique, puisque tout ça est mélangé dans une seule onde acoustique qui rentre dans vos oreilles. Et je parle, encore une fois, au niveau de l'écriture musicale. Alors, je ne sais pas si ça va être clair, mais je m'y lance quand même. On voit suffisamment comme ça va? Oui.
Alors, donc l'idée, c'est tout simplement la chose comme ça. Vous prenez la portée d'un violon, c'est-à-dire la partie d'une partition qui correspond au violon, et vous avez une note mi. Alors ça, je vais le noter. Ça permettra en plus de fixer les notations pour l'exposé de Jean-Michel. On a l'habitude en physique de noter une certaine chose comme ça par des paramètres, qui sont ici les deux lettres, enfin les deux mots V et mi, qu'on met entre crochets de cette façon-là. Ça s'appelle une quête, et Jean-Michel en fera un usage extensif. Donc voilà, je propose de dire, bien ça, c'est violon mi. Bon, alors très bien. Ça, c'est violon sol. Très bien aussi. Et, en vertu de ce que je vous ai dit avant, ça, c'est violon mi plus violon sol. Je ne fais rien, il n'y a aucun mystère, il n'y a même rien d'intéressant strictement là-dessus. Et puis, si jamais j'ai un violon et une clarinette, eh bien, si le violon joue mi et la clarinette sol, donc si, eh bien, je vais dire que c'est violon mi, produit tensoriel, clarinette si. Là aussi, je ne fais rien d'intéressant. Et puis, si mon violon joue mi et sol et ma clarinette joue si et ré, vous avez quelque chose qui est assez debussiste et qui va vous donner violon mi plus violon sol, tout ça entre parenthèses, puisque c'est sur la même portée, produit tensoriel, clarinette si plus clarinette ré, puisque c'est sur la même portée. Très bien. Et de cette façon-là, si vous prenez une partition plus complexe, vous allez arriver à ce que un accord typique avec beaucoup d'instruments va s'exprimer toujours avec les plus et les produits tensoriels, de façon à avoir violon. Alors là, je fais jouer beaucoup de notes du même coup au violon. Bon, enfin, un certain nombre de notes jouées par le même instrument, produit tensoriel, un autre instrument qui joue, voilà, produit tensoriel, etc., etc. Alors bon, j'ai rien fait, c'est complètement inintéressant de faire ça. Sauf que, vous voyez, vous pouvez obtenir quelque chose de très compliqué là-dedans, mais implicitement, vous utilisez une règle très stricte, qui est le fait que le plus est toujours dans les choses qui sont dans les parenthèses, et le produit tensoriel est toujours quelque chose qui vous coupe les parenthèses. Eh bien, la mécanique quantique explose ça. Donc, brutalement, et elle explose ça brutalement en vous disant, eh bien, moi j'ai envie d'écrire un accord qui sera par exemple violon, mi, produit tensoriel, clarinette, sol, plus violon, clarinette, si, plus violon, sol, produit tensoriel, clarinette, ré. La mécanique quantique vous en donne plus, la mécanique quantique vous dit, vous avez le droit d'écrire un accord comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec le signe produit tensoriel et avec le signe plus, ils ont un rôle absolument symétrique. Et si maintenant vous prenez un accord comme ceci, et que vous essayez de l'écrire avec la notation musicale habituelle, eh bien vous allez vous mélanger les pinceaux, et vous allez vous mélanger les portées plus exactement, et vous ne pourrez pas le faire. Cet accord est littéralement inaudible. Ce n'est pas dire qu'il est dissonant, c'est dire qu'il est vraiment inaudible, vous ne pouvez pas le représenter, vous êtes sorti de votre cadre de représentation de la notation musicale, et la mécanique quantique, c'est quelque chose qui vous fait sortir d'un cadre de cette façon-là, par un principe très simple, finalement de liberté, en disant, eh bien, mélangez tout, et en sortira quelque chose. Alors, l'analogie pourrait être poussée plus loin, mais le temps passe, je ne vais pas en parler, parce qu'il y a des œuvres de musique contemporaine, des années 50 et 60, qui sont des œuvres ouvertes, dans lesquelles il y a aléatoire, dans lesquelles effectivement vous avez des accords comme ça. Et un accord comme ça, lorsque vous le jouez, eh bien précisément, vous allez choisir au hasard de jouer ça ou de jouer ça. Vous allez mesurer l'accord, exactement comme on mesure en mécanique quantique, et vous allez faire un choix. Alors j'en parle pas ici, parce que ça prend un petit peu de temps, et c'était simplement pour vous donner une image simplement du neuf avec du vieux, parce que vous prenez les mêmes objets, simplement vous exposez les faits. Alors c'est extraordinaire, évidemment, de penser qu'une chose comme ça puisse donner, de façon aussi simple, une structure aussi riche. Ce type, par exemple, de raisonnement, lorsque vous l'exprimez dans le cadre de l'informatique théorique, c'est quoi? Un ordinateur, qu'est-ce que ça fait? Ça vous prend une séquence de 0 et de 1, ça vous la transforme en une autre séquence de 0 et de 1, où la position des 0 et de 1 a changé. Et bien, si vous rajoutez à ça un plus, et vous avez une addition de deux séquences de 0 et de 1, et vous pouvez changer en préservant ça, de façon aussi libertaire, et bien vous arrivez simplement à des scénarios qui sont absolument infiniment plus riches par une toute petite extension comme ceci. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais présenter
le formalisme dans sa version la plus abstraite possible, c'est parce que depuis quelques années, on a au moins 2 directions dans lesquelles le formalisme de la mécanique quantique a donné des résultats étonnants, et finalement, en dehors de la microphysique, alors pour le premier exemple, c'est dommage parce que c'est l'informatique quantique, et si on savait construire des ordinateurs quantiques, ça serait très bien, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Il n'empêche que l'information et le calcul quantique sont des disciplines très très riches. L'autre touche encore plus près la philosophie, puisque c'est la logique. Dans une formulation de Jean-Yves Girard, vous avez une logique qui se place dans le formalisme de la mécanique quantique, et qui est aussi une discipline très très riche. Alors voilà pour les 2 premiers axiomes. J'ai essayé de vous faire sentir un petit peu comment, effectivement, on avait quelque chose qui était simple et, disons, pas trop obscur. Je ne sais pas si j'ai réussi. Alors la deuxième dimension, c'est la dimension de l'évolution. Évolution dans le temps. C'est-à-dire la dimension qui consiste à dire se rappeler que Newton nous a dit il faut résoudre des équations. Newton nous dit au début il n'y avait pas l'heure, il y avait l'équation. Alors, il faut résoudre des équations, et ce dont je voudrais parler très brièvement, c'est qu'est-ce que c'est que l'évolution en mécanique quantique. Et là aussi, il y a 2 axiomes. Et justement, il y a une partie de l'évolution qui est donnée par une équation, celle de Schrödinger, et puis une partie qui est vraiment de l'évolution aussi, qui est donnée par le phénomène de mesure, qui là n'a plus rien d'une équation, et quelque chose de beaucoup plus brutal. C'est-à-dire qu'il y a une première évolution, que je dirais une évolution pépère, c'est-à-dire l'équation de Schrödinger, et puis une deuxième évolution dont je vais parler maintenant. Alors pourquoi je dis qu'elle est pépère? Eh bien, je dis qu'elle est pépère parce que c'est une évolution qui est linéaire. Alors linéaire, ça veut dire qu'elle se comporte bien par rapport au plus. Et elle est surtout unitaire. Alors qu'est-ce que c'est? Comment faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une évolution unitaire? Dire que c'est unitaire, ça veut dire que ça va préserver un certain nombre de choses, mais ça veut dire surtout que ça s'inverse très facilement. Un opérateur unitaire, c'est un opérateur qui s'inverse par son adjoint. Et si ça s'inverse par son adjoint, prendre l'adjoint de quelque chose, c'est aussi facile que de prendre le complexe conjugué d'un nombre complexe. Donc c'est quelque chose, vous n'avez rien à faire, il n'y a rien à calculer, ça se fait automatiquement. Et le fait que cette équation de Schrödinger soit réversible de façon aussi simple est quelque chose qui n'était pas du tout gagné d'avance, et même quelque chose de tout à fait troublant. Quand on pense que l'équation de Schrödinger est arrivée à un moment où les systèmes dynamiques arrivaient, où on commençait à s'apercevoir que la dynamique classique pouvait nous réserver des surprises, pouvait créer très facilement des systèmes chaotiques, dont des choses qui seraient difficiles à inverser, puisque des petites causes allaient créer des grands effets, c'est tout à fait étonnant. En quelque sorte, la mariée était trop belle. Cela dit, l'équation de Schrödinger, dans son côté pépère, est un peu une oie blanche qui nous réserve des surprises, parce qu'elle a une propriété fondamentale, c'est qu'elle crée de l'intrication. Alors, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'était que l'intrication. Eh bien, l'intrication, c'est l'existence d'accords inaudibles. C'est-à-dire que, en mécanique quantique, et on va le voir tout de suite avec Jean-Michel, un système de 2 particules peut se trouver dans un état qui est l'équivalent de cet accord inaudible, c'est-à-dire un état tel que si on essaye de le comprendre avec du réalisme naïf, on n'y arrive pas, on a des difficultés. De la même façon qu'on n'arrive pas à jouer un accord comme ceci. L'équation de Schrödinger, si vous voulez, elle nous brouille l'écoute de ces accords-là, et elle nous crée à partir d'un accord qui serait très bien factorisé, qui serait vraiment de ce type-là, elle nous crée immédiatement des accords comme ça. Donc elle nous fout le... Bon, enfin, je ne dis pas. Et elle est là pour ça, essentiellement. Alors, ça, c'était considéré j'ai l'impression, jusqu'à une 25 années, jusqu'aux 25 dernières années, comme un inconvénient, et c'est maintenant considéré plutôt comme un avantage. Et on essaye de créer de l'intrication, et au LKB, on tricote de l'intrication. Je cite. Probablement en attente d'un heureux événement, mais enfin, en tout cas, on cherche absolument à créer de l'intrication. Donc, c'est quelque chose de fondamental qui est vraiment passé du statut du négatif au statut du positif depuis quelque temps. Jean-Michel, encore une fois, va nous en parler. Alors, ça, c'est la première partie de l'évolution. Et puis, il y a une évolution, qui n'est pas vraiment une évolution, mais ce qui se passe au moment de la mesure. Alors, tout le monde
Ça, c'est tout à fait audible. On a tous entendu parler qu'au moment de la mesure, il y a un aléatoire, il y a tout ça exactement. Alors, toujours pareil dans cette analogie, le phénomène de la mesure, ça va consister à prendre l'accord inaudible qu'on a là et à le projeter brutalement, mais vraiment très brutalement, sur l'une de ces deux composantes, c'est-à-dire l'un des deux états, des deux vecteurs, puisqu'on est dans un espace vectoriel qui se trouve de part et d'autre du plus, et l'axiome de von Neumann nous dit que cette projection sera complètement aléatoire. Elle sera aléatoire, on ne pourra pas savoir a priori après la mesure lequel. C'est un aléatoire, on peut guider par des probabilités, j'en parle pas ici, mais c'est essentiellement un aléatoire. Alors comment essayer? Plus exactement, est-ce que c'est tellement disconnecté de la réalité? Alors là, j'ai une autre chose qui va probablement déplaire beaucoup à certains, mais enfin je me lance, je fais de la provoque, et je vous raconte une histoire pour essayer de voir si on ne peut pas essayer d'imaginer cette chose-là comme ça. Vous êtes dans votre voiture et vous conduisez dans la région parisienne et vous arrivez à un feu, un carrefour où il y a un feu. Alors, évidemment, le réalisme naïf vous dit que le feu, c'est quelque chose qui est tantôt vert, tantôt rouge. J'élimine orange, tant pis pour France Télécom, c'est vert ou rouge. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, nous-mêmes, nous ne vivons pas le feu comme quelque chose qui oscille entre vert et rouge. Pour nous, le feu, il n'existe pas. On arrive au carrefour, on regarde le feu, et le feu, il est vert ou il est rouge, brutalement. Donc finalement, on pourrait se dire, et là je vais certainement tirer les foudres de plusieurs personnes, qu'en fait, le feu, pour nous, il est vert, plus le feu pour nous, il est rouge. Alors, ça contient un petit peu plus d'intrigation, parce que si vous y réfléchissez, la raison pour laquelle, si le feu est vert, vous avez confiance de passer. Alors je parle d'une tactique de conduite qui correspond à une région géographique de latitude raisonnable. Vous allez passer parce que c'est vert pour vous, parce que vous êtes convaincu que c'est rouge pour la chose qui traverse. Donc en fait, le nous vert est associé au E rouge. Et puis le nous rouge est associé au E vert. Si on voit notre feu en rouge, les autres voient le feu en vert. D'ailleurs, l'envers, c'est les autres, si je puis dire. Alors, donc en fait, vous voyez qu'on arrive immédiatement à créer un état qui ressemble beaucoup plus à ça, parce que vous avez quelque chose qui s'écrit nous vert, produit tensoriel E rouge, plus nous rouge, produit tensoriel E vert. Alors, évidemment, je sais très bien, le feu, c'est pas ça. Le feu, c'est nous rouge, nous vert, tensoriel E rouge pendant 30 secondes, et puis nous rouge, tensoriel E vert pendant 30 secondes. Mais pour nous, on ne le vit pas comme ça. D'ailleurs, si vous êtes pressé, et que vous êtes très pressé, vous arrivez au feu, le feu est rouge, vous dites rarement, tiens, la petite horloge a fait allumer l'ampoule rouge. Vous dites, j'ai pas de chance, le feu est rouge. Le feu n'est pas rouge. Le feu n'a pas de couleur. Il y a une ampoule rouge et une ampoule verte qui s'allume. Bon, alors, c'est du chose un petit peu bazar, mais tout ça pour vous dire, pour essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'abord d'intrigation, et qu'est-ce que c'est que ce phénomène de la mesure. Eh bien, dans votre imaginaire, si je puis dire, je suis très naïf, le feu est dans cet état-là, vous arrivez, vous regardez le feu, vous le mesurez, et bien, paf, vous avez avec 50% de chance ce vecteur, et avec 50% de chance cet autre vecteur. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'aux 4 axiomes de la mécanique quantique, il faut rajouter vraiment un théorème sublime, je pense que Jean-Michel ne contredira pas, qui est le théorème de Bell. Le théorème de Bell, c'est quelque chose qui vous permet de déterminer si l'horloge existe pour le feu ou pas. Parce qu'on vous a dit que l'horloge existait, mais au fond, ça ne savait rien. Le théorème de Bell vous permet, en passant plusieurs fois dans le carrefour, et je pense qu'Alain Aspect, s'il arrive, en parlera abondamment cet après-midi, vous permet de déterminer si, essentiellement, vous avez une succession d'accords audibles
ou si vous avez une superposition d'accords qui vous donne un accord inaudible, et que ce choix-là est vraiment fait par un aléatoire intrinsèque qui est décidé juste au dernier moment. Donc, et j'ai presque fini, il y avait deux autres axiomes, je vous les avais promis. L'axiome 3, c'est l'équation de Schrödinger, qu'on peut aussi appeler l'équation de Heisenberg, une équation, transposition essentiellement d'une certaine philosophie newtonienne à la mécanique quantique. Et l'axiome 4, lui, c'est le phénomène de mesure. Alors, phénomène de mesure, c'est quelque chose qui n'est pas donné par une dynamique dans le temps. Enfin, en tout cas, dans notre état actuel de la connaissance de la mécanique quantique. C'est quelque chose qui casse, en fait, la continuité du temps, parce que vous avez avant la mesure, après la mesure, et vous avez vraiment quelque chose de dramatique. Moi, j'y vois toujours une espèce d'invariance relativiste dans la négation, en quelque sorte, avec le fait que les premiers axiomes ont tué l'espace. L'espace a disparu parce qu'à partir du moment où vous avez une situation ondulatoire, vous ne pouvez plus parler de points, c'est ce que Claude disait tout à l'heure, vous n'avez plus de trajectoire. Eh bien, assez miraculeusement, tuant l'espace, vous êtes obligé de tuer le temps. C'est une nécessité parce que si vous vous arrêtez, vous pourriez vous arrêter là, en prenant uniquement les trois premiers axiomes, mais évidemment, vous aurez des problèmes à confronter notre expérience propre. Le quatrième axiome vient juste là, de façon sublimement miniminale, c'est-à-dire extrêmement gonflé, vient juste celui-là, parce que c'est quand même incroyable de dire que ça sera choisi au hasard, etc., etc. C'est la moindre des choses qu'on pourrait imaginer, et ça se glisse merveilleusement avec les troisièmes axiomes pour nous donner quelque chose de tout à fait cohérent, et en plus, à produire un théorème qui vous permettra de déterminer si une certaine situation est dans ce système d'axiomes, ou si elle n'y est pas, tout simplement. C'est le théorème de Bell. Alors, voilà, j'en viens à la conclusion de mon exposé. 4 axiomes, merveilleux. Ces axiomes de la mécanique quantique commencent, je trouve, à sortir du cadre de la microphysique, à sortir du champ d'application normal. Je pense qu'ils auraient intérêt à sortir même de la discipline scientifique, on peut en discuter. Et au fond, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas content avec ces axiomes? Pourquoi on ne se dit pas, ben, c'est merveilleux, on a quelque chose de fantastique? Alors là, je voudrais citer, puisque il est absent, ça nous fera être un petit peu avec nous, une toute petite discussion que j'ai eue avec Philippe Rangier, à qui je demandais, mais pourquoi est-ce que ça vous plaît pas comme ça? Et la réponse de Philippe, alors j'espère ne pas le trahir, je lui fais coucou si jamais il regarde la vidéo, c'était, mais ce qui est insupportable, c'est où est passé le deuxième vecteur? C'est-à-dire que si là, le résultat de la mesure vous a donné ça, où est passé ce vecteur-là? Alors la phrase nous fait tourner la tête au niveau du réalisme, parce que où est passé cette partie-là du vecteur? Où était-il? Était-il d'ailleurs? Bon, c'est ça le problème. En fait, ce qui choque la plupart des gens, c'est qu'il y a, au fond, si je le dis en termes plus scientifiques, il y a une perte d'information. Il y a une perte drastique d'information. Vous étiez dans un vecteur comme ça, cette partie-là aura disparu, et vous ne pourrez plus la retrouver. C'est absolument irréversible. Comme lorsqu'on projette quelque chose, eh bien la hauteur, lorsque vous projetez quelque chose qui est dans l'espace à 3 dimensions sur le plancher, la hauteur a disparu et vous ne pourrez plus la retrouver. Alors ça, c'est quelque chose qui choque. Et en plus, ça choque parce qu'on dit, oui, la mécanique quantique, il doit y avoir une évolution linéaire et unitaire, et donc ça semble être deux axiomes en contradiction. Mais, personnellement, je pense que l'évolution linéaire et unitaire, c'était vraiment beaucoup demandé à une théorie physique que d'avoir simplement ça. Et il me semble qu'on est là avec une situation qui est la façon suivante. On dit traditionnellement, il y a perte d'information, et ça, c'est très différent de la mécanique classique, parce qu'en mécanique classique, le système hamiltonien, le système donné par les équations de Newton, est complètement réversible. Alors, il est complètement réversible, oui, mais à quel prix? On sait bien que les systèmes sont très rapidement chaotiques, et que le chaos est quelque chose qui vous empêche un peu de faire un retour vers le passé. Vous savez, alors ça, c'est des considérations dont je discute beaucoup avec Giuseppe Longo, que je voudrais associer à ces quelques remarques. Par exemple, alors je vais donner des ordres de grandeur qui sont probablement faux, mais à l'observatoire, Jacques Lascar a calculé ce qu'il faudrait pour déterminer non pas la position de la Terre dans quelques millions d'années, alors c'est peut-être pas des millions d'années, je ne me rappelle plus l'échelle de grandeur, non pas la position de la Terre, c'est-à-dire non pas de savoir si dans
à une date précise, ça sera l'hiver ou l'été par exemple. Non, mais de savoir une question beaucoup plus simple, mais hautement dramatique, est-ce que la Terre sera encore dans le système solaire dans 1 million d'années? Eh bien, pour répondre à cette question, pour décider de la réponse, il faudrait connaître maintenant la position de toutes les planètes du système solaire avec une précision de quelques centaines de mètres. C'est totalement ridicule. C'est totalement hors du champ qu'on peut imaginer de connaissance du système solaire à l'heure actuelle. Donc, effectivement, en principe, il n'y a pas de perte d'information, mais de toutes petites variations des conditions initiales créent de tels effets que finalement, on est un peu dans une situation dans laquelle la mécanique classique présente presque des phénomènes de perte d'information, et que cette chose un petit peu floue est extrémalisée, en quelque sorte, un peu comme en mécanique quantique, une valeur propre double a sa dégénérescence qui est levée par une perturbation. Dans le cadre quantique, par une évolution extrêmement inversible, c'est la partie équation de Schrödinger, et puis la mesure qui, elle, est totalement non réversible. On a une espèce de radicalisation de quelque chose, et je pense que c'est intéressant de le voir comme ça, parce que c'est pas vrai que la mécanique classique est inversible. Alors voilà, les autres exemples où on a de la perte d'information, ben c'est l'informatique. Un ordinateur, c'est quelque chose qui perd de l'information immédiatement, tout simplement parce que ça multiplie des nombres et que ça ne peut stocker que des nombres avec un certain nombre de décimales. Quand ça multiplie deux nombres qu'un certain nombre de décimales, il y a des décimales supplémentaires qui apparaissent et l'ordinateur coupe ces décimales. Perte d'information. C'est supposé être petit, mais vraiment, on ne peut en être sûr essentiellement qu'a posteriori. Donc on est dans un monde où on perd de l'information. Nous-mêmes, nous avons souvent été dans des situations tristes dans lesquelles on avait envie de perdre d'ailleurs de l'information. Alors je finirai juste par une phrase de ce grand angoissé de la mémoire et du passé tragique était Georges Perec lorsqu'il disait « L'ordinateur a cela de supérieur à l'homme qu'il peut tout oublier ». Alors d'un coup de souris, je vide la corbeille et je laisse la place à Jean-Michel Raymond.